Ces élections européennes seront-elles la vague révolutionnaire qu'attendent les Français? La sortie de la France de l'Union européenne va-t-elle s'imposer dans les urnes? Assisterons-nous en juin à la faillite du macronisme? Toutes les réponses à ces questions avec le président des Patriotes et candidat tête de liste aux européennes de 2024, Florian Philippot. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnels. Aujourd'hui, on va parler d'Europe, d'Union européenne, des élections de 2024. Et on a pour ça quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à Géopolitique Profonde, le président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour cher Florian, comment ça va? Bonjour Mike, ça va, très bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir ici. Je suis content Pour une d'être là. deuxième fois, tiens, pour la deuxième fois sur ce plateau. Deuxième fois, avec fois. grand plaisir, comme toujours. Bah oui. Merci à vous pour cette invitation. On va parler donc politique et projet, parce que je veux vraiment qu'on parle de ça, parce que les médias aujourd'hui ne parlent pas du tout de ces européennes. On se demande même s'il y a des élections. Moi je sais en pas, France, on n'y est pas nous. Donc comme on n'a pas accès à ces médias réservés à cette liste qui tourne en rond depuis 3 mois d'ailleurs, je pense que ça doit fatiguer les téléspectateurs de voir toujours les 7 mêmes visages entre Madame Toussaint, Monsieur Bardella, etc. Nous, on n'y est pas trop, mais ça ne nous empêche pas de mener une campagne hyper active avec beaucoup de monde. Encore hier, on était en meeting, il y avait un monde fou. Et c'est vrai qu'il y a à dire. Il y a beaucoup à dire et les médias veulent effectivement pas en parler. Justement, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en parler? Est-ce que c'est parce que le Frexit, c'est en réalité le grand tabou médiatique et politique? Oui, non, c'est sûr que c'est un sujet que... En fait, ils veulent, parce qu'on est dans une ère très dépolitisée, donc ils veulent transformer chaque élection en espèce de compétition de bons mots, de polémiques, de buzz. Et en réalité, on voit qu'ils sont à la recherche de ça, simplement, au détriment complètement du débat d'idées. Et c'est vrai que si on commence à leur expliquer que tout ce qu'ils sont en train de faire là, comme pseudo-débat théâtral pour ces européennes entre un rouge, un vert, un bleu marine, une jaune, une rouge, une marron, tout ça, ça n'a pas de sens. Que la seule vraie question qui se pose, puisque de toute façon on sait qu'on ne pourra pas réformer de l'intérieur l'Union européenne, donc que toutes les promesses qui sont faites comme tous les 5 ans depuis 1979 n'ont strictement aucun sens. La seule vraie question centrale politique au vrai sens du terme de cette élection européenne, c'est est-ce qu'on l'utilise comme un tremplin vers le Frexit ou pas? C'est la seule question, il n'y en a pas d'autre. Ça les ennuie. Parce que ça remet complètement en cause leur manière de voir une élection, l'organisation du débat médiatique, sondagier, vous voyez, la com, et ça oblige à aller au fond des sujets. Et comme les journalistes, la plupart, pas tous, pas par exemple mon ami à droite, Myriam, mais la plupart des journalistes quand même ne bossent pas. Donc déjà, ça les ennuie de travailler sur le fond des sujets. Comment quitter l'Union européenne? Est-ce que c'est possible, etc. Et 2, ça les ennuie parce qu'effectivement, idéologiquement, ça remet en cause fondamentalement le système, leur système. C'est-à-dire que s'il y a un Frexit, ces gens-là, justement, n'auront plus les places qu'ils ont actuellement. On ne sait pas trop, en fait. Je pense quand même que si, parce que ça voudrait dire que là, il y a un vrai renversement de pouvoir. S'il y a Frexit, ça veut dire que le peuple français a décidé de reprendre son destin en main. Donc il est tout à fait possible qu'il ait aussi envie de reprendre en main ses médias. Donc, parce que probablement que ça irait ensemble. Si on a envie de reprendre en main le cours de son destin, et de ses libertés, et de son agriculture, et de son industrie, et de son immigration, et tout,
probablement qu'on aura envie de reprendre aussi en main l'organisation du débat médiatique en France. Et donc peut-être que certains commenceront à craindre pour leur, on va dire, leur siège ou leur poste, effectivement. Alors on va parler projet, on va parler liste, on va parler de ces européennes, mais avant ça, je vais présenter le plateau qui est ici présent. Alors, ma grande amie que j'aime tellement, si fort, Myriam Palomba, numéro 2 de la liste, journaliste, et voilà, elle se lance en politique. Comment ça va, ma chère Myriam ? Ça va super, ça va très très bien. On fait une très belle campagne. Je suis ravie d'être dans l'équipe de Florian. C'est une vraie découverte. Je pourrais même dire peut-être un coup de foudre. Et voilà, donc non, les gens sont hyper accueillants. C'est vraiment... Ça te change le journalisme ? Oui, ça me change. Après, je découvre aussi un peu comment fonctionne le système, et le système politique est très, j'ai envie de dire, un peu mafieux comme le système médiatique aussi. Mais du coup, je découvre l'envers du décor et c'est vrai qu'en tant que journaliste, pour moi, c'est très intéressant aussi. Mais si je me suis lancée dans cette campagne, c'est évidemment pour partager des valeurs et notamment les valeurs du Frexit, de la paix et de la liberté de notre liste. Et si je pouvais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Florian sur l'attitude des médias, j'aimerais juste quand même que on ait bien conscience aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une démocratie, que le temps de parole, c'est franchement, je vais parler trivialement, mais tant pis, c'est du foutage de gueule, qu'aujourd'hui nous avons un temps de parole avec des critères complètement hallucinants et tellement flous que chacun fait ce qu'il veut, l'Arcom ne fait rien, nous avons des chroniqueurs qui sont à la botte du macronisme ou d'autres partis qui officient de façon cachée sur plein de médias, alors que moi qui fais ça de façon loyale et à découvert, etc. On me prive de parole dans certains médias parce que voilà, je suis sur une liste. Nous avons aussi également un système qui donne le temps de parole par rapport à des sondages que maintenant je découvre. L'envers du décor sont des sondages. Alors on va me dire oui, elle est née, elle découvre ça maintenant, mais tant pis. Mais oui, je m'en rends compte et maintenant j'ai les preuves que les sondages sont bidonnés. Donc donner un temps de parole sur des sondages qui sont bidonnés, vous imaginez bien l'escroquerie de cette démocratie. Donc nous, on est là aujourd'hui pour remettre les pendules à l'heure et remettre les valeurs de notre démocratie, de notre République au programme et effectivement permettre aux citoyens de reprendre le pouvoir. Merci à toi, chère Myriam. En tout cas, tu es très en beauté aujourd'hui. Merci. Vraiment, hein. Je t'ai rarement vu comme ça. Ah bah. En face, nous avons notre ami Jérémy Marquis, président de France. Et vous, il est sur TikTok, vous, et dorénavant aussi sur Bistro Liberté. Comment ça va, cher Jérémy ? Eh ben, ça va très bien, je suis ravi d'être là comme toujours. Ça a été excellent avec notre ami Eric. Ah bah merci. Merci. Donc tu repasses encore ? Je repasse, j'y serai la semaine prochaine sur Bistro Liberté. Très bien, Voilà. impeccable. Donc là aujourd'hui tu as envie t'as des choses à dire, tu as des questions ? Oui, j'ai des choses à dire sur le souverainisme, sur ces élections européennes, sur la question aussi civilisationnelle, on va dire. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on aura le temps de l'aborder. Parce qu'on n'en parle pas trop parmi les souverainistes de ces questions-là. Ben non, peut-être pas assez même. Bon, voilà. je te laisserai poser ces questions. On développera tranquillement. Merci à toi, cher Jérémy Marquis. Et à ta droite, l'inénarrable, l'irremplaçable Jean-Maxime Corneille, analyste géostratégique. Il a traduit le charme discret du djihad. Aujourd'hui, chroniqueur. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Après, Platon disait que les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irremplaçables. Il faut surtout que je fasse attention à mon col, attention, il faut à peu près paraître bien. Ce qui est intéressant, moi j'ai un peu loupé ma trifecta, là. J'aurais bien aimé faire les trois à la suite, Cheminade, Asselineau et Florian Philippot. J'ai découvert tout récemment, pour moi c'est complètement nouveau, j'ai travaillé dans le lobbying, mais je découvre ce qui est pour moi de la partisanerie, c'est pas de la politique, c'est-à-dire l'esprit idolâtre et exagérément partisan. Et je regrette qu'à l'occasion de ces élections, on n'ait pas eu justement une union des listes souverainistes, mais là je viens de voir que quand moi j'ose énoncer ce genre de choses, je me prends une volée de bois vert sur, bon d'accord, je découvre. Pas sur chez X. nous. En tout cas, ouais, voilà. Pas chez nous. Non, pas du tout, Parce que justement. nous, on a tout fait pour la faire, cette liste. Et on l'a faite, d'ailleurs, en grande partie, puisque nous avons une liste de rassemblement. On est la seule liste de rassemblement des souverainistes, avec l'alliance avec VIA, Jean-Frédéric Poisson, avec le Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, avec des personnalités comme Myriam, comme Marc Doyer, le général Blanchon, des agriculteurs qui étaient à Rungis, qui bloquaient.
Donc, et on a fait le maximum. Frexit aussi. Génération Frexit qui a apporté son soutien exactement il y a 2 jours. En plus, un autre mouvement politique. Et les personnalités que vous citez, on aurait bien fait. Mais après, vous savez, pour accepter un rassemblement, il faut que les deux acceptent, pas un seulement sur 2. Merci toi, cher Jean-Maxime. Mais justement, comment vous avez fait pour avoir Jean-Frédéric Poisson? Moi, je le connais depuis très longtemps, dans mon autre vie, Sarkozy. Lui, il n'était pas du tout Frexit à la base. Lui, c'est pas. Alors d'abord, je l'ai connu chez Boutin, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Mais ça s'est fait très naturellement parce que d'abord, j'ai déjà fait une alliance avec son parti. Oui, ça c'est vrai. Au régional, en juin 2021, dans la région Grand Est, j'étais tête de liste. Je rappelle d'ailleurs quand même, puisqu'on parlait des sondages, qu'un mois avant, on était à 1% dans les sondages et que dans les urnes, on en a fait 7%. Et on était face à tout le système, on n'a pas eu beaucoup de médias non plus. Et pourtant, on a fait 7% sur Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Et on était en alliance avec VIA. Pourquoi? Parce qu'on est dans les luttes, on est dans la rue ensemble depuis 3 ans. VIA, c'est le seul mouvement avec les Patriotes qui s'est distingué par les manifestations aussi et par les recours devant les tribunaux contre les mesures liberticides. Encore tout récemment, on a saisi le Conseil d'État ensemble contre les QR codes liés aux Jeux Olympiques. Vous savez, complètement délirant aussi, cela, personne n'en parle, mais enfin bon, on devrait quand même s'inquiéter de tout ça. Et par ailleurs, sur l'Europe, il a toujours été extrêmement eurosceptique. Ça, moi j'ai retrouvé même des extraits quand il était à la primaire UMP, c'est vieux tout ça, en 2016. Il avait déjà largement le discours le plus eurosceptique de tous les candidats. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas encore franchi le pas du Frexit. Et il le dit d'ailleurs de manière très honnête, et c'est ça que j'apprécie énormément chez lui. Il est comme, je crois, des millions de Français. Il a dit, écoutez, moi j'ai cru pendant des années qu'on pourrait la réformer de l'intérieur. J'y croyais sincèrement. Et puis là, j'ai découvert, il l'a redit hier en meeting, qu'en fait, on ne pouvait pas, que c'est impossible pour plein de raisons. Et donc, j'en viens à la conclusion que les partisans du Frexit ont raison, et j'en deviens un. Je pense qu'effectivement, il faut sortir de l'Union européenne. Et moi, je trouve que cette démarche, cette honnêteté intellectuelle l'honore, et qu'en plus, elle accompagne, je suis certain, le cheminement intellectuel de millions de Français qui, eux aussi, n'étaient pas tout à fait Frexit il y a quelques mois ou quelques années, et qui, voyant les crises qui s'accumulent, là, le Covid, l'Ukraine, la folie d'Ursula von der Leyen, de tout ce qui est en train de se passer, le nouveau traité qu'on nous promet qui transformerait l'Union européenne en un État, se disent, attendez, là, il faut partir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'Union européenne qui transformerait, enfin, le nouveau traité qui transformerait l'Union européenne en État, c'est-à-dire? Oui, Mario Draghi l'a avoué. C'était en novembre dernier, j'en ai parlé à l'époque. Le jour où il a fait sa déclaration, j'ai fait une vidéo, tellement ça me paraissait incroyable. Mario Draghi a dit en novembre 2023, il faut que la prochaine étape, ce soit de transformer officiellement l'Union européenne en un État, au sens international. Oui, de moins en moins. On est déjà dans l'Europe fédérale pour moi, vous savez. Pour moi, ce débat-là, il est déjà dépassé. Quand vous ne maîtrisez plus votre monnaie, vos lois, votre budget, vos frontières, un tas de politiques, vous êtes déjà en situation fédérale. La France, c'est déjà l'équivalent du Massachusetts, si vous voulez. On est déjà réduit à ça. Une espèce d'État fédéré, de province, de protectorat. Voilà, pour moi, c'est déjà le cas. Et l'étape d'après, c'est qu'ils veulent carrément que ça devienne un État quasiment unitaire, centralisé à Bruxelles et en fait donc à Washington et avec toutes les compétences et une armée. Ils ont maintenant l'obsession de l'armée européenne, vous l'avez remarqué, et ça, Mario Draghi a craché le morceau. J'espère que ça va réveiller des gens, parce que s'il y a un État européen, il n'y a plus de France, je veux dire, on met une croix sur 2000 ans d'histoire. Surtout qu'on sait que la France, c'est faite par son État, par les Capétiens, l'État unitaire, l'État qui a centralisé, l'État qui a construit la nation. Ça a donné ce concept d'État-nation qui est un concept français. Et donc, ça veut dire qu'on met un point final à la France. Est-ce que c'est un choix que les gens veulent faire, ou est-ce qu'ils auront même l'occasion de se voir poser la question? Parce qu'ils veulent faire tout ça dans un coup de force, sans même se tourner vers les peuples pour vérifier qu'ils sont d'accord. Mais je vais vous avouer une chose, moi qui essaie de m'informer, je n'étais pas au courant de cette déclaration de Mario Draghi. Alors imaginez le reste de la population, mais ça signifierait des choses incommensurables, dans le sens où j'imagine que la France perdrait du coup son siège à l'ONU, perdrait aussi l'arme atomique, qu'on devrait la partager avec tous les autres. La Bavière ne siège pas à l'ONU, le Texas non plus, n'importe quel État fédéré, la Wallonie non plus, vous voyez. Bien sûr, il n'y a que les États au sens plein du terme qui peuvent siéger à l'ONU et tout le reste. Et donc il y a l'arme atomique, il y a la place de membre permanent au Conseil de sécurité, puis il y a d'autres organisations internationales, il y en a plein. Même, je veux dire, les JO. Vous auriez l'équipe d'Europe, l'équipe de l'Union européenne.
C'est des trucs comme ça. Il faut quand même que les Français, puis je veux dire, c'est tout simplement pas à la hauteur de ce qu'est la France. Enfin, je veux dire, comment la France, qui s'est battue avec acharnement pendant l'immense majorité de son histoire, justement pour son indépendance, jalouse de son indépendance, de sa souveraineté, car a inventé ce concept de souveraineté. Comment voudriez-vous accepter ça? Moi, je ne peux pas l'accepter comme patriote français. C'est inacceptable. Même si c'était efficace, même si on me disait, cette Europe, cet État européen, il va vous apporter le plein emploi, etc. Je n'en voudrais pas, vous voyez? Parce que je suis attaché, je suis trop amoureux de mon pays, de ma patrie pour accepter ça. Mais bien sûr, vous avez raison, les gens ne sont pas au courant. Alors, sauf s'ils suivent ma chaîne, parce que moi, j'en ai parlé le jour où c'est sorti, en novembre 2023, j'ai tout analysé. Ça rebondit un petit peu en ce moment, parce qu'on a appris que Macron soutenait la candidature, a priori, de Mario Draghi à la tête de la Commission européenne. Donc, on va peut-être en parler un peu plus. Mais bon, puis après, ce n'est pas qu'une question de personne. Que ce soit Draghi, von der Leyen, Thierry Breton, Enrico Letta ou Nicoletta, c'est les mêmes. ça sera la même politique derrière. C'est le problème des traités, c'est le problème de l'appartenance à cette structure. Et donc, les gens peuvent vous suivre, vous, les médias indépendants, pour l'entendre parler, c'est pour ça qu'il faut vous soutenir, ou peuvent suivre ma chaîne, Florian Philippot, sur YouTube, parce que moi, j'en fais une par jour de vidéos, et je parle de tout ça. Oui, mais du coup... pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas du Frexit et qui justement, parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent qu'on peut changer de l'intérieur, parce que dans leur esprit, l'Union européenne, c'est ce que disait à l'époque Mitterrand, c'est la France en grand. Mais ce ne sera jamais la France en grand, visiblement, l'Union européenne. Non, c'est l'instrument qui fait que la France devient toute petite, au contraire. C'est pas du tout la France en grand. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui croit ça aujourd'hui, mais enfin, il suffit de regarder. Il y a quand même un électorat de baby-boomers. Non, mais moi, si vous voulez, moi, je ne lance pas des jugements terrifiants contre les gens qui croient de bonne foi aujourd'hui qu'on peut encore la réformer de l'intérieur, parce que ça leur est dit tous les jours à la télévision, parce que c'est ce qu'ils croient savoir de quelques cours peut-être qu'ils ont eu de droit, et parce que d'autres candidats, et ça par contre j'en veux à ces candidats, parce que je pense qu'eux sont au courant. Les responsables de LFI, Manon Aubry, les Bardella, les Marion Maréchal, les Bellamy, mais tous en fait, parce que tous, ils vous promettent de changer à leur sauce tous les 5 ans l'Europe, eux qui fassent croire ça, qu'ils entretiennent plus exactement les gens dans cette illusion qu'on peut la changer de l'intérieur, alors qu'on ne peut pas. On ne peut pas du tout. Ça, pour moi, eux portent une lourde responsabilité. Mais bon, il y a des gens qui croient encore ça. Je pense tout le monde est doté de neurones, de cerveau pour comprendre. Donc moi, j'ai confiance en ça, que les gens regardent le bilan des promesses qui ont été faites à chaque élection européenne. Vraiment, maintenant, on a facilement accès aux rediffusions quand même. On a une archive télévisuelle, une archive politique. Ils rembobinent le film. Ils peuvent même remonter à la première élection européenne en 1979. Il y avait déjà le slogan « Changer l'Europe ». Et puis, ils verront si les promesses ont été tenues. M. Bardella est le même candidat qu'en 2019 pour le RN, qui reprennent les débats qu'il tenait en 2019. C'est intéressant. On verra toutes les promesses qu'il avait faites en 2019. On verra ce qui a été tenu d'ici 2024. Rien du tout, zéro. Bon, voilà. Puis ils refont les mêmes promesses en 2024 et ils referont les mêmes, s'il le faut, en 2029. En 1979, il y a eu l'appel de Jacques Chirac à l'époque pour une Europe des nations. Voilà. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais vous avez parlé de Mario Draghi. Mario Draghi, c'est quand même... un européiste, c'est celui qui a dit qu'il fallait sauver l'euro quoi qu'il en coûte. C'est lui d'ailleurs le quoi qu'il en coûte. Oui. C'est donc du coup l'inflation, la masse monétaire, etc. S'il était président de l'Union européenne, de la Commission européenne, ce serait un drame, j'imagine, pour l'Europe. Oui, mais moi je refuse de surfocaliser sur les personnes. C'est un piège. Parce qu'ensuite vous avez des élections qui se tiennent où on vous dit il suffit. Là, je vois en ce moment une campagne, par exemple, je crois que c'est Bellamy, LR, qui dit on va changer Ursula von der Leyen et donc voilà. Donc tout ira bien. Voilà. Et grâce à nous, on va. Bon, d'abord, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Mais ensuite, voilà. Et puis ça ira mieux. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, oui, Mario Draghi a un discours inquiétant, mais Ursula von der Leyen a un discours aussi très très inquiétant. Et puis, en réalité, cette idée de transformer l'Union européenne en un État, c'est pas une idée de Mario Draghi. C'est que lui l'a exprimé à la limite.
il a eu plus de franchise que les autres. Mais en réalité, c'est un truc qui court dans les couloirs de Bruxelles depuis des années et des années. Ça les démange. On voit bien que c'est l'étape d'après, qu'ils veulent absolument faire ça parce qu'ils veulent leur armée, ils veulent leur drapeau, leur hymne. Ils veulent être traités comme des chefs d'État, reçus comme des chefs d'État. Ils veulent leur Air Force One, etc. Mais c'est que ça, voilà. Et donc, ils veulent absolument que l'Union européenne devienne officiellement un État, c'est tout. Mais que ce soit Mario Draghi ou un autre. Vous avez parlé de von der Leyen. Ça en est où, les SMS? Ah, c'est intéressant, ça. Je suis convoqué le 17 mai au tribunal de Liège, en Belgique. Elle est convoquée également. Elle est convoquée aussi. Tout à fait. Elle devra donc s'expliquer. Ah oui, bien sûr. Le PDG de Pfizer, M. Bourla, est convoqué également, et la société de Pfizer également, à côté, plus les plaignants. Moi, je suis le seul plaignant pour la France. Le premier qui l'a lancé, c'était le Belge, M. Baldan, Frédéric Baldan. Puis ensuite, il y a eu une association espagnole de défense des libertés, un autre parti politique belge. Et voilà. Et puis 2 États, pardon, c'est pas les moindres. Il y a 2 États en plus, la Hongrie, la Pologne, peut-être même la Roumanie. On n'est pas encore sûr, mais on verra bien le jour J, qui sont convoqués exactement le même jour. L'avocat, puisqu'au départ, Ursula von der Leyen estimait qu'elle n'avait pas besoin d'avocat parce qu'on était des rigolos, parce qu'il n'y avait pas d'affaires. Puis je crois qu'elle a commencé à comprendre que ça devenait un peu sérieux. Elle a même vu peut-être un reportage sur Arte, là, ils ont parlé de ça pendant 20 minutes, et c'était quand même très très sérieux. Donc elle a pris un avocat, cet avocat m'a envoyé un mail, l'avocat d'Ursula von der Leyen, en me demandant d'ailleurs quelles étaient mes intentions, je cite. Donc je ne sais même pas quoi répondre à ce mail, qui me paraît lunaire, s'il ne connaît pas mes intentions. Les avocats, la vérité, ils ne sont pas habitués, je sais ça. Non, mais je crois que voilà, exactement, ils ont dû être surpris de devoir descendre au niveau des gueux. Ursula von der Leyen est obligée de prendre un avocat, c'est sale. Elle n'a pas besoin, la reine d'Europe, normalement, de prendre un avocat. Elle est au-dessus de tout ça, elle surnage. Là, elle doit descendre au niveau des gueux dans l'arène, de ces justiciables. Donc, il m'a écrit, je ne sais même pas su quoi répondre à cette question très bizarre. Donc, mon intention, c'est d'y aller et de tenir ce que j'ai dit dans la plainte. Et j'espère qu'elle viendra en personne. Peut-être qu'elle enverra juste son avocat, on verra bien. Et puis, comme je suis constitué partie civile, j'ai reçu tout le dossier. Ça y est, j'ai reçu hier. 1766 pages d'enquête menée par le juge d'instruction belge. Et je vous assure, pourtant, ça me démange. Je n'ai pas encore eu le temps de lire. Et je n'aurai pas le droit d'en parler puisque c'est couvert par le secret de l'instruction. Mais il y a tout. Il y a de l'enquête dedans. Il y a toute l'enquête. Parce qu'en fait, il n'a pas chômé, le juge d'instruction belge. Et là, le parquet européen essaie de lui piquer l'enquête. Et au final, peut-être qu'elle pour l'enterrer. Elle sera peut-être obligée, à la fin peut-être de l'enquête, du jugement, de montrer ses SMS. Espérons. Espérons qu'elle le fasse. Espérons. C'est vrai que je disais, l'enjeu, il est là aussi, c'est que le parquet européen, vous savez, c'est un parquet supranational créé en juin 2021. C'est tout récent. Supranational, c'est bien le terme, je suis allé vérifier, qui est employé sur le terme du ministère français de la justice, supranational. Donc la justice admet maintenant qu'il y a officiellement, en matière pénale, parce qu'il y avait déjà la Cour de justice, etc., mais en matière pénale, il y a bien un tribunal maintenant, enfin un parquet supranational. C'est gravissime, il faut quand même que les Français là aussi se rendent compte. Et ce machin a été créé en fait pour enterrer les affaires qui sont gênantes pour l'Union européenne, c'est évident. Donc là, le juge belge d'instruction qui est très libre à mener son enquête, c'est un grand juge. Si vous le googlisez, comme on dit, vous verrez qu'il a fait tomber beaucoup de politiques pour corruption en Belgique. C'est un peu le Van Ruymbeck belge, moi je le compare. Redoutable. Et là, il est sur d'autres affaires en ce moment, il enquête, malversation financière, corruption, il est très fort. J'ai pas mal discuté avec lui dans son bureau quand j'ai déposé plainte, c'est un homme de confiance. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il mène l'enquête. Ça prouve que vos actions fonctionnent, c'est-à-dire que vous déposez plainte et enfin... alors, je ne sais pas où ça ira à la fin, mais je dis, moi, voilà, réponse à ceux qui disent... à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça sert à rien. Non, mais à chaque fois, ça sert à quelque chose. À chaque fois on fait une manif, voilà. On porte plainte, on fait un recours. Ça sert à rien, c'est foutu, c'est désespéré. Ça. Oui, mais c'est pas avec ce genre de mentalité qu'on va s'en sortir. Dans ce pays, je trouve. Oui, moi je comprends un peu sur le fond. Les gens sont un peu désespérés parce que ils se disent oh là là, c'est compliqué, etc. Bien sûr, mais vous savez, d'abord, on ne gagne aucune bataille avec une armée de dépressifs. Si vous arrivez au combat complètement dépressif, ça ne marchera pas. Donc d'abord, un petit peu d'énergie, et puis on y va, quoi. Et deux, les seules batailles qu'on perd sont celles qu'on ne mène pas. Moi, je me répète ça depuis très longtemps, en tout domaine, et je l'ai vérifié 100 fois. Nous avons parfois de belles surprises et de belles victoires.
Voilà. Vous savez, on n'aurait rien fait sur les histoires du Covid et des suspendus. Il n'est pas dit qu'on n'aurait pas maintenant, tous les 3 mois, régulièrement le masque obligatoire dans les transports, qu'on nous resuspendrait régulièrement nos infirmières ou nos pompiers, qu'ils n'auraient pas poussé davantage la vaccination des enfants, etc. Vous savez. Non, mais c'est sûr, oui, c'est une certitude. C'est une certitude, tout ça. Il faut quand même se dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'il n'y a pas à un moment le ministre ou Macron qui va arriver à la télé en disant « J'ai entendu la manif, je vous ai entendu, donc je vais vous accorder ça ». Ils ne le disent pas, mais ils le font. Voilà. Donc il faut toujours se battre, il ne faut jamais rien lâcher, et ça passe aussi par le chemin électoral, et c'est pour ça qu'on fait cette liste aux élections européennes, parce que il faut utiliser, c'est tous azimuts, il faut faire feu de tout bois. Justement, le projet, alors c'est le Frexit évidemment, et ensuite c'est le Frexit pour quelque chose. Frexit en soi, le Frexit, c'est la manière de... Je l'ai résumé hier en meeting, je dis on passe du verbe subir au verbe choisir. C'est ça le Frexit. Aujourd'hui, nous subissons des politiques. Si nous sortons de l'Union européenne, nous pourrons choisir nos politiques. Ça n'a rien à voir. On ne subira plus la politique agricole, la politique migratoire, la politique économique, la politique financière, la politique monétaire, diplomatique, militaire, etc. On va la choisir. On réouvre utilement le champ du débat. C'est ça le Frexit. Vous voyez bien que c'est un moyen, c'est sortir de l'Union européenne, c'est le seul moyen. C'est un chemin d'espoir, c'est un chemin d'ouverture, c'est un chemin qui nous permet d'avoir un avenir. Pour faire quoi derrière ? On a mis 2 mots à côté de Frexit sur l'affiche, dans la campagne, liberté et paix. Nous sommes très inquiets du niveau d'effondrement de nos libertés et de la liberté d'expression. Et nous avons compris que ça avait fort à voir aussi avec l'Union européenne, qui multiplie les règlements de censure, les dispositions liberticides, et la paix, évidemment, puisque s'il n'y a pas de paix, d'abord la guerre, c'est épouvantable. Premièrement, c'est la première raison pour laquelle il faut souhaiter la paix. Et deuxième raison, s'il n'y a pas de paix, ou si nous sommes en permanence en climat de pré-guerre, de tension, aucun débat n'a de sens. Vous ne débattez pas de quoi que ce soit si vous êtes dans un pays qui est à moitié en guerre en permanence. On le sait bien. Et d'ailleurs, la situation de pré-guerre permanente est très utile pour les gouvernements qui peuvent utiliser ce ressort de la peur, de la tension pour obtenir de leur peuple une certaine obéissance, une certaine docilité et donc faire passer ce qu'ils veulent. Donc, il faut aller vers la paix, c'est-à-dire arrêter d'envoyer des armes, de l'argent à l'Ukraine, c'est très concret. Se tourner vers la table de négociation. On n'a pas en plus. Oui, on l'a pas, alors on crée de la dette. Ou alors on va le chercher dans l'assurance chômage, on va le chercher dans les retraites, on va le chercher dans les gels des retraites, dans le déremboursement des médicaments, dans l'effondrement de l'hôpital. C'est là qu'on va le chercher concrètement, l'argent. Et puis, voilà, donc travailler concrètement à la paix, ce qui supposera aussi de sortir de l'OTAN, et travailler pour nos libertés. Et puis après, on a tout un programme. Nous, on veut aider nos paysans, on veut aider en même temps à une meilleure qualité de ce qu'on a dans nos assiettes, ça va ensemble. Donc ça veut dire dénoncer les traités de libre-échange, ça veut dire faire des circuits courts, ça veut dire du patriotisme agricole, alimentaire, économique, toutes choses interdites par notre appartenance à l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a un programme migratoire très sérieux. Moi, j'ai pas besoin de grands mots et de taper avec mes petits poings sur la table en disant je ne sais quoi pour faire croire que je vais faire des choses incroyables en matière migratoire. Ça, c'est typiquement ceux qui feront rien. Mélanie, Maréchal, Bardella, on va faire un blocus naval. Mélanie promettait la même chose. C'est interdit par l'Union européenne. C'est interdit par la CEDH. Donc on sait qu'ils feront rien du tout. Pas plus Mélanie que Marion Maréchal ou Bardella ou je ne sais qui. Non, il faut être sérieux là-dessus. On reprend le contrôle de nos frontières. On arrête avec cette immigration dingue. On expulse qui on veut, quand on veut. On arrête si on veut le regroupement familial. Mais ça, on pourra le faire parce qu'on sera souverain. Pareil sur les questions économiques, sur les questions de services publics, sur les questions de santé. Enfin, je veux dire, voilà, je ne vais pas développer tout le programme. Il est sur le site des Patriotes si les gens veulent aller voir, thème par thème. Mais franchement, ça rouvre le champ des possibles, le Frexit. Et c'est la seule issue pour rouvrir le champ des possibles. Les élections européennes, j'imagine, c'est une étape parce que le Frexit ne suffit pas. Il faut aussi prendre le pouvoir ici aussi en France. Mais on n'aura pas le Frexit le 9 juin. Non, c'est sûr. Même si ma liste faisait 100%, bon, on espère, on n'aurait pas le Frexit. Ça ne marchera pas comme ça. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Non, ça se fera par le national. Alors, soit après un référendum, soit après une campagne où on aura annoncé les choses et on gagnera et on ira directement le faire sans besoin de référendum puisqu'on aura gagné la campagne. Ça j'en sais rien pour l'instant. Ces élections européennes, le score permet d'être un tremplin pour le Frexit. D'abord parce que le score sera analysé. S'il y a une surprise, si notre liste crée une surprise, qu'elle fait un score beaucoup plus haut qu'attendu, le Frexit rentre dans le débat médiatique et politique automatiquement.
ce qui est un acquis considérable. Et ensuite, le mandat, on l'utilise à la Farage. Moi, je connais très bien Nigel Farage. Il avait appelé à voter pour ma liste en 2019 aux européennes déjà. Et c'est un homme qui s'est fait élire eurodéputé pour défendre le Brexit dans son pays, au Royaume-Uni. Il a utilisé magnifiquement bien son mandat. Il a aussi, grâce à son mandat, trouvé des vérités, des informations, des dossiers qu'il a sortis à l'extérieur. Et grâce à ça, il a obtenu ce référendum en juin 2016 sur le Brexit et il l'a gagné. Donc vous voyez, il y a une stratégie à mener. Donc l'élection européenne, elle permet ça. Après, si on est élu député européen, en plus, on votera dans le bon sens. Évidemment, on est pragmatique. Si on peut bloquer des mauvaises directives, on le fera. Si on peut bloquer des horreurs, on le fera. Si on peut faire avancer des bonnes choses, on le fera aussi. Mais c'est pas ça l'essentiel du sujet. Ça, c'est du truc de scribouillard européiste. Ça mène à rien du tout. C'est vraiment mettre le Frexit au milieu du village. C'est faire de la politique avec un P majuscule. Et d'en parler, parce que là, on n'en parle pas, personne n'en parle. Et je vais vous dire une chose, le grand public ne sait pas que ça existe même, parce que pour eux, Frexit, je ne sais même pas si c'est ce que ça veut dire, le Frexit. Pourtant, il y a, peut-être, mais quand vous faites un sondage, il y a, selon les sondages, entre 31 et 40% des gens qui sont déjà aujourd'hui pour la sortie de la France de l'Union européenne. Oui, mais on dit pour la sortie, on dit sortie de l'Union, de la France de l'Union européenne. Je ne sais pas si les sondages utilisent le mot Frexit. Ah non, mais moi, attendez, moi je dis pas non plus. Moi, je dis sortir de l'Union européenne. Je mettrai ça sur mes documents de campagne en énorme, parce que je sais que le mot Frexit en lui-même, il n'est pas très connu. Dans les sphères militantes, il est très connu, mais dans le grand public, pas forcément. Donc non, mais c'est sortir de l'Union européenne. Mais vous comprenez l'idée. C'est effectivement sans débat médiatique et politique. Sans aucun débat. Vous avez déjà quand même aujourd'hui au moins un tiers des Français, si ce n'est 40%, qui sont pour. C'est hallucinant, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un terreau incroyable et nous sommes devenus le peuple le plus eurosceptique de tous les peuples européens. Ah oui ? Ouais, c'est l'Eurobaromètre là, qui le démontre vague après vague. Ils font les 27 pays régulièrement. Aujourd'hui, la France est clairement le pays... L'idée progresse, quoi. Mais oui, alors il faut en tirer les conclusions. Si vous estimez que l'Union européenne a plus d'inconvénients que d'avantages, c'est souvent la question qui est posée dans les sondages. A-t-elle plus d'inconvénients que d'avantages ou l'inverse ? Il y a beaucoup plus de Français qui disent qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages que l'inverse. Tirez-en la conclusion. Partons. Voilà, et n'ayez pas peur. Vous savez pourquoi certains ne veulent pas la sortie de l'Union européenne aussi ? Parce qu'on leur fait peur à côté. Ça va faire exploser la dette, ça va faire fondre votre épargne, ça. Tout ça a été démonté par les économistes. Au contraire. Si vous devez avoir la trouille pour votre épargne, c'est en restant dans l'Union européenne. Vous avez, je ne sais pas, mais remarquez quand même que Macron, Bruno Le Maire, Ursula, Mario Draghi, Enrico Letta, tous les commissaires en ce moment, ils n'arrêtent pas de parler de notre épargne. Ils sont obsédés, encore Macron hier à la Sorbonne, ils sont obsédés par l'épargne. Ça doit quand même vous mettre la puce à l'oreille. Ils vont nous faire un mauvais coup. Donc barrons-nous le plus vite possible. Merci à vous, cher Florian Philippot. On va passer au grand débat avec tous nos intervenants qui sont autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.